dolli ko lu bari ay wuy sama ne 250 rek lay jar. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Coopération sénégalo-chinoise. Les deux pays renforcent leur alliance. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu ce mercredi le vice-président de la conférence consultative du peuple chinois. Vers une télé pour l'Assemblée nationale, l'institution et les acteurs concernés se sont réunis pour avancer sur le projet de chaîne parlementaire. Également dans l'actualité, ce temps fort à la cathédrale de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a présidé la messe chrismale marquée par la bénédiction des huiles et le renouvellement des engagements des prêtres. On s'intéresse aussi au marché de la petite enfance qui est en pleine croissance entre produits importés et créations locales. La bambinerie s'impose dans le paysage commercial dakarois. Reportage à suivre. Et puis, quand la mer raconte notre histoire, l'exposition Tarikhou Ndakaaru Birgué révèle les secrets enfouis de la presqu'île de Dakar. Une découverte à suivre dans la rubrique culture de ce journal. Mais avant de développer ces titres, sachez que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu cet après-midi le vice-président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Hu Junhua, une visite qui s'inscrit dans le prolongement du sommet sino-africain de septembre dernier à Beijing et des accords signés lors de la visite d'État du chef de l'État en Chine. L'entretien a permis de réaffirmer les liens entre les deux pays et explorer de nouveaux axes de coopération en phase avec l'agenda national de transformation. Après le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a échangé avec le vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois au menu des discussions diplomatie parlementaire et coopération économique pour renforcer les liens entre Dakar et Pékin. Mariam Biramba. Une poignée de main qui en dit long sur les relations sino-sénégalaises. Appuyée, soutenue, elle scelle sous les regards officiels l'ambition de deux nations de faire de leur parlement des ponts solides entre Dakar et Pékin. Nous avons beaucoup échangé sur les relations bilatérales entre nos deux pays, mais surtout sur le renforcement, en tout cas, de cette coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Les discussions ont porté principalement sur la diplomatie parlementaire entre nos deux pays, mais aussi sur les questions économiques, notamment sur aujourd'hui ce qui est en train de se faire sur tout ce qui est infrastructure, mais aussi ce qu'on veut explorer à travers le plan d'action et les conclusions du FOCAC de 2024. Lors de son intervention, M. Hu Junhua a exprimé ses sincères remerciements au président El Malick Ndiaye pour l'accueil chaleureux réservé à lui-même ainsi qu'à sa délégation. Il a salué la solidité et la vitalité des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Sénégal. Par ailleurs, il a fait savoir à l'assistance que la République populaire de Chine a pris l'engagement d'accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. Une vision stratégique axée sur la souveraineté, la justice et la prospérité. En tout cas, nous sommes très satisfaits des discussions, des différents échanges, mais surtout de l'engagement de la partie chinoise à accompagner le Sénégal à travers l'excellente vision du président de la République, le Sénégal 2050. Donc nous pouvons dire que c'était en tout cas une excellente visite, une excellente rencontre entre le Parlement chinois, mais aussi le Parlement sénégalais. La Chine et le Sénégal, de bons amis et partenaires sur la voie du développement. Les parlements des deux pays vont jouer leur partition. Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé la mise en place d'un groupe d'amitié entre les deux institutions parlementaires.
Et l'Assemblée nationale veut sa propre chaîne de télévision, un média pour le rapprocher du peuple. L'idée avance. Une rencontre a réuni les acteurs concernés pour réfléchir aux contours du projet. Plusieurs pistes ont été proposées pour faire mettre en place la chaîne parlementaire sénégalaise. Claire Diop nous en dit plus. Journée d'échange et de partage autour de la création d'une chaîne de télévision parlementaire. Le projet structurant témoigne un engagement constant de rapprocher l'Assemblée nationale du peuple, de rétablir la confiance, aussi permettre à ce dernier de s'approprier des enjeux et programmes de développement initiés. Dans cette logique d'inclusion et de participation, le Parlement se veut transparent. Notre engagement constant avec le bureau et de rapprocher l'Assemblée nationale du peuple, de retisser les fils de la confiance et de faire en sorte que chaque Sénégalais se sente concerné par l'action parlementaire et s'approprie ses enjeux. Ainsi, il est donné aux citoyens un accès équitable et libre à l'action parlementaire. L'ambition est affichée, consolider la démocratie à travers une information juste, vraie et de qualité. Levier de transformation institutionnelle, la structure sera une chaîne nationale à vocation africaine. Elle s'ouvrira au débat interparlementaire, aux dynamiques d'intégration régionale. Elle incarnera l'une des contributions majeures du Sénégal à la diplomatie parlementaire africaine. Dans la concrétisation de ce projet, la RTS, chaîne de télévision nationale, est un partenaire stratégique. La RTS est dans les dispositions, Monsieur le Président et chers honorables députés, à aider l'Assemblée nationale à la mise en place de cette chaîne, d'autant plus que nous avons remarqué que dans toutes les démocraties modernes quand même, une chaîne parlementaire joue un rôle pour d'abord tout simplement montrer le travail qui est abattu par l'Assemblée nationale, mais également à l'éveil d'une conscience citoyenne forte. Dispositions légales, encadrement, fonctionnement, modèle de gouvernance, financement. Des propositions concrètes ont été formulées pour asseoir un cadre législatif et réglementaire solide afin de faire de la future chaîne de télévision parlementaire une réalité au service des Sénégalais. Hommage et recueillement à Yoff. Le Premier ministre Ousmane Sonko et sa délégation sont allés ce mardi présenter leurs condoléances à la communauté layène après le rappel à Dieu du Khalif. Une visite marquée par la prière et les retrouvailles à Ramdao. Avant de venir pour présenter ses condoléances à Yoff, le Premier ministre Ousmane Sonko avait déjà posé un acte que la communauté layène continue de magnifier. Il avait, dans la foulée du rappel à Dieu du Khalif général, différé son face-à-face avec les députés. Devant le nouveau Khalif, Seydina Mohamedou Lamine Laye, les témoignages lui en sont gré. C'est dans cette ambiance de bienveillance que la famille, presque au complet, a reçu les condoléances du chef du gouvernement. Nous venions ici bien avant d'avoir une quelconque responsabilité gouvernementale. Donc je suis là d'abord en mon nom personnel pour vous présenter mes condoléances, tenant compte de cette longue histoire qui nous lie avec la famille. Je le fais ensuite au nom du gouvernement que je dirige. Je voudrais vous dire que nous avons tous perdu un serviteur de l'islam, un homme de paix, comme tout le monde en témoigne depuis la disparition de Serigne Mohamedou Makhtar Laye. Nous avons aussi perdu un guide, un père. Au cœur du recueillement et des prières pour le vénéré disparu, Serigne Mohamedou Makhtar Thiaw-Laye, il y avait également dans l'audience comme un parfum de retrouvailles. Le Premier ministre entretient avec le nouveau Khalif des relations privilégiées. Notre relation date et il était tout à fait normal de réaffirmer cela. J'aurais voulu venir dans d'autres circonstances, mais Dieu en a décidé ainsi. Nos échanges et nos discussions d'antan continuent de façonner notre relation.
Vous m'avez toujours ouvert vos portes dans les moments improbables. J'en reste conscient et reconnaissant aujourd'hui que ces moments difficiles sont derrière moi. C'est tout ce que ma venue ici représente aujourd'hui. Le dépositaire du legs de Mame Limamou Laye assure de son soutien au Premier ministre. Ils se retrouvent tous deux investis de nouvelles responsabilités qui font méditer. Comme je vous le disais, c'est la manifestation divine. Si mes responsabilités me sont confiées par le Tout-Puissant, il en est aussi ainsi pour vous. Dieu ne consulte personne quand il vous investit de responsabilités. Dites-vous que vous avez tout mon soutien. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour prier les Sénégalais d'arrêter les paroles injurieuses. Nous sommes des musulmans et la religion interdit ces formes de violence. Chez les chrétiens et les juifs aussi, tous les livres saints l'interdisent. Donc, conformons-nous à cela. Les bénédictions du Khalif ont accompagné le Premier ministre, mais Yoff n'en finit pas de recevoir les hautes personnalités du pays. Le Khalif de Thiénaba a également fait le déplacement en personne. Il est ici en communion avec le Premier ministre dans l'antichambre du Salon d'honneur. Et c'est parti pour la semaine Madiba Leadership Institute pour cette première édition. Le Centre panafricain a réuni des représentants du corps diplomatique autour des enjeux de formation et de rayonnement du continent. Seydina Lunfal. C'est dans ces nouveaux locaux que l'établissement a lancé la première édition de la semaine Madiba Leadership Institute. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles des représentations diplomatiques, ont pris part à la cérémonie de lancement. L'occasion nous est offerte aujourd'hui de tenir cette manifestation au sein de notre nouveau campus, le campus Baobab. Et nous avons convié vraiment des sommités de la diplomatie pour partager leur expérience avec nos étudiants. Ateliers, rencontres, échanges, une kyrielle d'activités proposées à l'occasion de cette semaine. Cette semaine, nous avons identifié différentes thématiques, des thématiques relatives à la diplomatie, des thématiques relatives à la géopolitique, mais également des thématiques relatives à la géostratégie, afin que nos étudiants soient le plus informés aujourd'hui par rapport aux enjeux du monde actuel, mais en bénéficiant surtout du partage d'expériences. Madiba Leadership Institute, c'est 35 nationalités, une vocation panafricaine mise en avant lors de cette semaine d'activité. Je peux dire que je sais pour sûr que cette semaine va très bien se passer et qu'elle sera fructueuse et qu'elle va nous apporter non seulement en apprentissage, mais aussi en expérience. Il faut savoir qu'à Madiba Leadership Institute, nous n'avons pas que la science politique, nous avons aussi le journalisme, la communication et les médias. Et aujourd'hui, nous sommes là pour montrer tout ce que l'on fait dans notre bâtiment. L'érection de ce nouveau bâtiment multifonctionnel constitue, selon les managers, un pas de plus dans le développement d'un écosystème favorable à la formation et à l'épanouissement. Présumé licenciement dans les collectivités locales, FERA se démarque et parle de délai d'expiration des conventions qui lient le FERA aux communes. Selon sa directrice générale, ces conventions ont pris fin en juillet 2024. L'heure est à l'évaluation. Soukey Diop est l'invité du magazine Le Point ce soir avec Ousmane Garifay. On l'écoute. Pour le cas de l'entretien routier avec le recrutement des cantonniers dans le cadre du Hayoun Daouni, c'est autour de 26 000 personnes dans toutes les collectivités. Là. Exactement. Oui. C'est 26 000 personnes qui ont été recrutées par les collectivités pour s'occuper de l'entretien routier. Ce n'est pas le FERA qui recrute, mais c'est les collectivités. Non, c'est les collectivités. Ouais. Donc je précise vraiment que ce sont des agents des collectivités qui ont été recrutés avec des contrats de prestations qui sont alignés sur la durée des conventions. La convention avec le... D'ailleurs, ces conventions sont arrivées pour la plupart en juillet 2024. Donc l'ensemble des conventions sont arrivées à terme. Du coup, les collectivités se libèrent de ces gens.
Non, aujourd'hui, peut-être le FERA, en tout cas, ne peut pas se libérer parce que les engagements sont là, il y a encore des dettes. Les besoins, surtout. Les dettes sont là. Dans le cadre du Réunion, il y a un budget que l'État du Sénégal avait mis à la disposition du FERA pour la prise en charge de ces cantonniers. Et qu'en est-il aujourd'hui de ce budget? Vous ne l'avez pas renouvelé? Alors, pour le moment, les conventions ne sont pas renouvelées parce que nous sommes dans une phase d'évaluation. Okay. Parce que quand on met autant de ressources dans un secteur, ou en tout cas au profit des collectivités, il faut s'arrêter et évaluer. C'est les principales orientations que nous avons reçues des autorités. Et cette évaluation nous permettra de voir dans les perspectives. Qu'est-ce qu'il faut corriger et dans quelle perspective il faut aller pour être plus efficace. Absolument. Mais beaucoup de gens parlent de licenciement. Cette vague aussi ne vous épargne pas. Vous dites là qu'il ne s'agit pas de licenciement, c'est l'expiration des délais de convention. Tout à fait. Parce que c'est des contrats de prestation de services. Et c'est des contrats avec une durée déterminée. Le point sur le FERA à suivre ce soir. À Kaolack, la Tabaski se prépare déjà pour la région. Il faudra mobiliser 50 000 moutons pour couvrir les besoins. Des mesures sont prises avec les points de vente aménagés et sécurisés prévus dès le 2 mai prochain. Salut Sec. C'est l'un des grands forails du Sénégal, Kahone, un marché à bétail très convoité par les éleveurs et les consommateurs. Pour la Tabaski 2025, il devrait également faire partie des points de vente autorisés pour l'approvisionnement en moutons de la région de Kaolack. Cette année, nous avons aussi fixé à 50 000 têtes pour les besoins de la région de Kaolack. Et aussi, il y a 21 projets qui ont été déposés au niveau du comité national technique pour observation pour le financement pour les opérations Tabaski, pour un montant total de 88 millions. Il y aura assez de moutons cette année. Le marché sera bien approvisionné par les éleveurs qui viennent de la sous-région, mais aussi ceux qui sont ici au Sénégal. Dans le Saloum, les acteurs comptent reconduire le même chemin retenu l'année dernière concernant les points de vente et des dispositions devraient être prises pour la bonne organisation des opérations. Au niveau de ces points de vente autorisés, il y a la mise à disposition de l'électricité, il y a l'eau, il y a la SONAGED qui est présente et aussi les forces de défense et de sécurité. Et nous avons élaboré aussi un plan d'action pour le suivi opérationnel qui dure 45 jours et qui va débuter à partir du 5 mai. Cette réunion préparatoire de la Tabaski 2025 a été l'occasion de revenir sur des difficultés notées l'année dernière. Des correctifs devraient être apportés pour mieux assurer l'approvisionnement correct du marché de Kaolack en moutons. Tambacounda sous 45 degrés et ce n'est pas une image. Dans l'une des régions les plus chaudes du pays, l'élevage avicole étouffe, volailles à bout de souffle, partent en cascade, éleveurs débordés. Le secteur tente de résister à la chaleur extrême. Reportage dans une filière sous tension avec Mbaranyai. À Tambacounda, malgré le thermomètre affiche au quotidien 44 degrés, l'aviculture constitue une opportunité précieuse pour l'économie locale. Pour en avoir le cœur net sur ce défi thermique, nous nous rendons au poulailler de cet éleveur avicole situé au quartier Afia Est. D'après lui, la chaleur intense agite ainsi sur la santé des volailles. Souvent, les poulets n'acceptent pas de manger. Ils sont tous entassés autour des abreuvoirs. Même pour se lever, pour aller boire, c'est des problèmes. Certains meurent même comme ça. Les poulets ne sont pas à l'aise, ils ne se lèvent pas. Donc, on a la sensation qu'ils ont des vertiges. Donc, automatiquement, on les voit tirer leur cou pour vraiment mourir. Pourtant, cette contrainte thermique peut avoir un avantage certain sur leur croissance. Avec les poussins à Tamba, donc, on n'a pas besoin de chauffer. Par exemple, on a une température qui avoisine les 41, 42 jusqu'à 45 parfois. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de couvrir nos poulaillers avec une bâche. Pour survivre et perpétuer son activité, des astuces sont aussitôt mises en place. À partir de 10 heures, on fait ce qu'on appelle le sevrage. On enlève les aliments. Les poulets ne font que boire l'eau de pluie. Parfois, certains mettent de la glace dans l'eau. Il y a ce qu'on appelle les palissades. Nous, on appelle le système des palissades. C'est encore mieux. Parce que quand vous faites les palissades tout autour du poulailler, vous les arrosez, le vent chaud et sec qui passe à travers ces palissades devient un vent frais et humide. Même cas de figure ici à Djinkore Mafing, situé à 11 km de Tambacounda,
Mamadou Boy Diallo s'adonne à cette activité avicole depuis 2017. Il adopte ainsi des stratégies innovantes pour faire face à cette chaleur suffocante. Depuis que la chaleur a commencé, nous avons constaté une baisse du taux de ponte qui était auparavant à 90%. Aujourd'hui, nous sommes entre 70 et 65%. Par contre, quand on a installé les brumisateurs au niveau du poulailler, nous avons senti aussi une hausse de 6 à 8%. Nous avons vu que ça crée donc vraiment une brume et ça donne aussi une température, ça diminue la chaleur au niveau du poulailler. Pourquoi ne pas pouvoir utiliser cette énergie solaire-là pour pouvoir vraiment créer un système de refroidissement au niveau des poulaillers en utilisant des sortes de refroidisseurs qui peuvent prendre 150 litres et qui peuvent prendre jusqu'à 150 mètres carrés. Malgré une rigueur climatique, les éleveurs de Tambacounda arrivent à s'adapter avec détermination et débrouillardise. Avec des mesures ciblées, la filière peut devenir un moteur de prospérité pour la région. Retour à Dakar, suite à l'incendie survenu au marché Sandaga, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar s'est rendu sur les lieux. Abdoulaye Sow promet l'accompagnement de l'institution consulaire aux impactés pour le redémarrage de leurs activités commerciales. Lamine Fall. Marché Sandaga, plus d'une semaine après l'incendie, le lieu semble perdre son âme. Le magasin du célèbre jeune entrepreneur Mortala Fall remplissait l'espace à lui tout seul. Le récit de la catastrophe est encore frais dans la mémoire des impactés. L'incendie s'est produit dans la nuit du samedi. Le lendemain, je suis venu constater les dégâts. Mes collègues de travail étaient là, abattus. Pendant ce temps, les sapeurs-pompiers essayaient d'éteindre le feu. Suite au sinistre qui a ravagé magasins et cantines, la Chambre de commerce est venue s'enquérir de la situation. Nous sommes ici, non seulement pour compatir avec nos collègues, mais aussi leur dire que ce qui s'est passé doit nous amener à prendre des leçons à cela. Bien plus qu'un apport de solidarité, ce déplacement était l'occasion pour la Chambre consulaire d'étudier les possibilités d'un éventuel soutien. Nous leur avons convié à venir à la Chambre de commerce parce que la commission des marchés que nous avons au niveau de la Chambre de commerce a fait des recommandations concernant ces incendies répétés. Ces incendies répétés viennent relancer le débat sur la question de la modernisation des marchés. Nul n'ignore que la population augmente au Sénégal. Au même moment, les marchés traditionnels continuent de demeurer. Je crois qu'il est grand temps de construire de nouveaux sites exclusivement dédiés au marché. Pour l'heure, les activités reprennent timidement sur cette allée qui jadis point de convergence de nombreux acheteurs. Nous quittons Sandaga, direction Tilène. Plus qu'un marché, ce lieu emblématique de la Médina fait face à de sérieux défis créés en 1914. Il reste très fréquenté, mais l'insalubrité et l'encombrement inquiètent. Des voix s'élèvent pour réclamer une réorganisation et des mesures d'assainissement. C'est le reportage du jour. Il est signé Ibrahima Pabidjedjou. Des images qui heurtent certaines sensibilités. Nous sommes bien au cœur du marché Tilène. Ici, vendeurs et acheteurs cohabitent tous les jours avec des tas d'immondices. Constat général, le marché ne dispose pas de poubelles réglementaires et son accès est quasi impossible pour les camions de ramassage. Se frayer un passage n'est pas chose facile. Le marché n'est pas propre. En plus, il est très encombrant. Si on avait des camions de ramassage régulièrement ici, ça allait rendre l'endroit propre. Mais malheureusement, ils ont du mal à venir jusqu'ici. En plus, nous ne disposons pas de poubelles en réalité. Ici, il y a des gens qui glissent et tombent souvent. Vous savez, l'eau issue des poissons est glissante.
Notre problème, c'est que nous n'avons pas ouvert ces eaux. C'est un marché que nous aimons bien, mais c'est vrai que c'est un peu encombrant, il y a bien du monde, mais c'est un peu sale, mais bon. Surtout quand il y a la pluie, saison des pluies, là, on me laisse tomber. Tu n'as même pas envie de sortir ni de venir au marché. C'est vrai qu'il devrait bien nettoyer. Les légumes, il faudrait nettoyer, tout ça. C'est vrai que ce n'est pas propre du tout. Pour lui, d'un petit bir, c'est tout, franchement. Dans cet environnement, certains produits sont étalés à même le sol. Effectivement, on peut avoir une corrélation entre la consommation de ces aliments et certains problèmes de santé publique. Parce que au niveau de ce qu'on appelle la transmission des maladies, il y a ce qu'on appelle la contamination initiale. Donc ça peut être à l'origine même du stockage, de la conservation, même avant la vente. Donc ce qui va vraiment se poursuivre au niveau de cette chaîne alimentaire. Le deuxième problème, c'est surtout lié à la gestion des eaux usées, particulièrement les eaux issues du lavage, et même par rapport aux eaux qui sont issues de la conservation, prioritairement des poissons. Parce qu'on a vu que dans les endroits où nous avons la vente de ces poissons-là, il y a vraiment beaucoup d'eau qui stagne, aussi bien pour le poisson que pour la viande. On voit que c'est un peu mis à l'air libre, donc avec la présence de mouches qui peuvent être des véhicules pour le transport de certains microbes. Vous l'avez si bien vu, la rue 19 est une voie à grande circulation et vous avez vu que c'est bouché par des installations irrégulières. Donc moi je crois que ça c'est à régler. Au niveau du marché, sur le toit aussi, il y a des badauds qui passent la nuit là-haut. Vous savez, il y a des problèmes. Situé entre la rue 19 et la rue 25, sur l'avenue Blaise Diagne, ce marché créé en 1914 est parmi les plus fréquentés de la capitale. Le maintenir propre est plus qu'un impératif. À ce jour, les soldats de l'hygiène préconisent le retour aux méthodes du temps de la Covid. Le fait de fermer temporairement les marchés, surtout les samedis, et de faire des opérations de désinfection et de désinsectisation. Ça, c'était des bonnes pratiques qu'on a vraiment rangées dans les tiroirs. Donc là, il faudra un peu mettre à contribution les collectivités territoriales et les autorités administratives pour qu'on puisse fixer les règles de fonctionnement des marchés. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on voit des marchés qui fonctionnent 7 jours 6, 7, 24 sur 24. Donc il n'y a pas de répit pour vraiment assurer les conditions de salubrité au niveau de ces lieux recevant du public. Oui, c'est l'autorité qui doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Parce que en faisant quoi? En distribuant des notes qui leur dit l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture. Moi, je crois que celui qui ne respecte pas cette heure sera sanctionné. La modernisation des marchés est un grand défi de l'État du Sénégal, mais aussi des collectivités locales. À la commune de Médina, nos tentatives de prendre les réactions sont restées sans succès. Body, robe, biberon, berceau, le business du bébé se porte bien. À Dakar, les bambineries fleurissent, les parents achètent et les vendeurs se frottent les mains. Made in Sénégal, venu d'ailleurs tout souvent, Ndeye Koumbandiaï a poussé la porte de ces petits royaumes pour tout petits. Regardez. Dans cette rue très fréquentée, une enseigne attire le regard du visiteur. Dès qu'il entre, il se retrouve devant des étagères remplies d'articles pour enfants. Au début, on n'avait que, je crois, 500 000. Tu vas voir un fournisseur qui te donne une valeur de 2 millions à 3 millions. Il te demande de payer quotidiennement, par exemple, 50 000 par jour ou bien 70 000 par jour. À la fin, quand tu auras tout soldé, là, tu pourras encore retourner pour reprendre encore. Pour les propriétaires des lieux, le business de la bambinerie nécessite du temps et de la volonté, mais aussi de la créativité, une manière d'accroître le chiffre d'affaires. Moi, j'ai eu la chance de ne pas payer le loyer. Donc, pour pouvoir les concurrencer, je vais essayer de diminuer au grand maximum mes bénéfices. Donc, si je mets 500 francs sur chaque article, si je peux écouler 50 articles ou bien 60 articles par jour, ça me permet de gagner quelque chose. Avec la vente en ligne, vous avez une visibilité. Et aussi, quand les clients veulent vraiment voir le produit, si c'est de la bonne qualité, ils préfèrent se déplacer. On booste notre page tous les jours. Donc Facebook nous prend tous les jours 4 à 5 000 francs le jour. C'est ce qui nous permet d'avoir une visibilité
Et tous les deux vont ensemble. Malgré les difficultés, la clientèle ne manque pas. C'est une bambinerie qu'on suit dans les réseaux sociaux et qui vraiment vend de très belles choses. En plus de ça, ils sont vraiment très accueillants, très gentils, très sympathiques. C'est eux quand même qui ont sorti tous les articles, qui nous ont guidés dans le choix. Et voilà, ça nous a beaucoup aidé quand même. Ça nous a facilité la tâche. Autre boutique pour enfants. Ici aussi, le travail ne s'arrête pas. Grâce à ses employés, la gérante parvient à bien s'occuper de ses clients. Il faut toujours faire en sorte de bien connaître les goûts des clients. Parfois, ce n'est pas chose facile. Dans ces cas-là, on leur montre une panoplie d'articles pour qu'ils se décident. Les articles de bébé se vendent toute l'année, même s'il n'y a pas un gros bénéfice. Pour les enfants de 5 ans et plus, nous sommes très sollicités en période de fête. Les Sénégalais se lancent de plus en plus dans le business de la bambinerie. Lors de cérémonies familiales ou religieuses, les parents se tournent vers ces boutiques au grand bonheur de leurs enfants. Partons à Touba pour cet engagement pour la santé de tous, une alliance entre foi et services publics et la couverture sanitaire universelle et le mouvement Hizb ut-Tahrir ont signé une convention, un partenariat pour offrir aux fidèles un meilleur accès aux soins ici comme dans la diaspora. Ousmane Doy. Le mouvement Hizb ut-Tahrir et la couverture sanitaire universelle sont un partenariat. La capitale du mouridisme a été le cadre pour nouer un tel partenariat. Foi et spiritualité se joignent pour lancer un avenir meilleur. Nous sommes venus directement assurer donc, ces bénéficiaires-là pour qu'ils puissent effectivement être couverts et s'approvisionner en médicaments ou assurer en tout cas leurs prestations au niveau des districts et des centres hospitaliers. L'acte en soi devra permettre à tout membre du Hizb ut-Tahrir de débourser 3 500 pour accéder à un soin décent. C'est aussi une révolution pour le bien-être de tout membre du mouvement Hizb ut-Tahrir établi au Sénégal et même dans la diaspora. Par rapport à cela, nous sommes présents un peu partout au Sénégal, nous sommes présents à l'étranger, mais les familles des membres sont basées au Sénégal. Parfois même, nos membres à l'étranger ont des difficultés pour intervenir de façon prompte, de façon très réactive pour gérer par exemple un cas de malade au niveau de leur famille. Ça va être réglé définitivement. Il faudra dire que cet acte en soi est aussi une révolution douce qui sera portée par tous. Ainsi, ce n'est pas seulement une convention, mais une vision partagée du Sénégal où tout un chacun ne devra plus renoncer à se soigner par faute de moyens. Retour sur la messe chrismale. Elle a été célébrée ce lundi par Monseigneur Benjamin Ndiaye, un moment fort où 2 huiles ont été bénies, une autre consacrée. Les prêtres, eux, ont renouvelé leur promesse d'ordination. Le récit est signé Louise Bizza. La messe chrismale est un rendez-vous essentiel pour tous les baptisés. À la cathédrale, tous les prêtres du diocèse de Dakar se sont réunis pour manifester l'unité de tout le diocèse autour de l'archevêque. Un rituel consistant à la rénovation des promesses sacerdotales du jour de leur ordination. Ce sont des huiles qui sont ointes à ceux qui font le cheminement vers le baptême, la première communion et la confirmation. Donc les sacrements de l'initiation chrétienne, comme on dit. Ces huiles-là sont ointes aux catéchumènes, donc ceux qui franchissent les étapes vers le baptême, pour leur donner la fortification dans leur foi. Et effectivement, cette huile est ointe généralement sur la poitrine. Au cours de cette messe solennelle, l'administrateur apostolique a procédé à la bénédiction des huiles des malades, des catéchumens et à la consacration du Saint-Crème. Cette frange de notre communauté, que sont les catéchumènes et leurs encadreurs, témoignent du dynamisme missionnaire de l'Évangile. Cet Évangile qui est une force de Dieu pour le salut de tout croyant, comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Dans son homélie, Monseigneur Benjamin Ndiaye a fait un plaidoyer pour la promotion de la santé et une bonne hygiène de vie. Chers amis, je sais que nos postes de santé catholiques, qui accueillent tous les patients qui se présentent à eux sans description aucune, sont confrontés à de réelles difficultés. Qu'il s'agisse d'accès aux médicaments
ou à la reconnaissance et à la valorisation de formations professionnelles qu'il propose. Et il en a été question à plusieurs reprises avec les pouvoirs publics. Mais des problèmes demeurent, malgré l'impact social de nos structures qui sont au service des populations les plus démunies. Le plaidoyer de notre Église doit se poursuivre pour une meilleure prise en compte par l'État, en concertation avec d'autres organisations professionnelles, quant aux postes de santé catholiques. Cette messe chrismale a aussi sa particularité, puisque l'archevêque métropolitain de Dakar dit sa dernière messe en tant qu'archevêque au niveau de l'archidiocèse. Et donc c'est pour nous une messe d'action de grâce, mais aussi une reconnaissance pour vraiment les 10 ans qu'il a effectués au niveau donc de l'archidiocèse. Ces huiles serviront dès le baptême de Pâques, puis tout le long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Je vous le disais dans les titres, sous les eaux, une mémoire refait surface. Tarikhou Ndakarou Birguedj retrace l'histoire immergée de la presqu'île de Dakar. Une exposition rare, fruit de longues années de fouilles archéologiques dévoilées à la capitale subaquatique Oumou Kalsoum Sall, dont la rubrique culture nous guide entre vestiges et merveilles oubliées. Regardez. Le Grand Bleu, sous cette étendue aussi lointaine que le regard, des millions d'espèces qui forment la faune et la flore. À côté des vestiges de notre histoire, après des années d'exploration, une équipe d'archéologues restitue son travail à travers cette exposition Tarikhou Ndakarou Birguedj. Elle présente également quelques pans de notre histoire immergé à travers la fondation du port de Dakar avec des éléments que nous avons par exemple au niveau de la jetée de Dakar-Gorée qui était un projet d'extension du port de Dakar que beaucoup de Dakarois ignorent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui pont Boubès. Entre Dakar et Gorée, au-delà de la partie visible, il y a vraiment une partie submergée. Mon équipe a vraiment travaillé autour de la pointe des Almadies. La pointe des Almadies, le site le plus intéressant pour nous en tant que chercheurs, vraiment, c'est l'épave du Montenant, qui était un navire qui a fait naufrage dans cette zone au XXe siècle avec une cargaison de bois. C'était du bois qui provenait des forêts africaines et qui était destiné à être amené en Europe. Dans cette équipe de 6 spécialistes, une seule femme, Khadijatou Diop, grâce à des séances de plongée, s'est rapprochée de l'épave du Takoma, un navire dont l'histoire remonte à la Seconde Guerre mondiale. Takoma, pour rappel, c'est une épave qui a été touchée lors du bombardement de Dakar, qui opposait De Gaulle et les forces françaises de Vichy. Donc ce bombardement résulte de la signature de l'armistice par la France, ce que De Gaulle ne digérait pas. Donc Dakar, en tant que métropole africaine très importante de cette période, donc ce bombardement a eu lieu à Dakar et ce Takoma, navire danois de commerce, a été touché accidentellement au niveau du port de Dakar. Et c'était en quelle année? C'était en 1940. Ce vestige se localise juste à l'entrée de Gorée, là où contourne la chaloupe et à une profondeur de 13 mètres. Dans cet écosystème aquatique de la presqu'île du Cap-Vert s'impriment les croyances des Lébou, symbolisées par cette exposition. Un travail scientifique débuté en 2017 et qui a permis de recenser de nombreuses données. Par contre, tous les données ne peuvent pas participer à une exposition. Il faut sélectionner par rapport à la thématique de l'exposition, sélectionner des données qui sont beaucoup plus parlantes pour pouvoir au moins monter cette exposition-là. Déjà, le premier objectif, c'est de compléter le discours historique, de mieux comprendre les faits historiques. L'autre aspect, c'est lié à la valorisation de notre patrimoine culturel national sous toutes ses formes. Et l'autre aspect qu'on pourrait également peut-être exposer, c'est l'aspect économique pour notre pays. Parce que les sites que nous avons cartographiés au niveau de la presqu'île de Dakar aujourd'hui font l'objet d'une première expérience de circuit touristique sous-marin. Préserver ce patrimoine sous-marin reste un défi. Ces biens immergés doivent être protégés. Nous avons déjà une loi, certes, qui est là, c'est la loi 71/12 du 25 janvier 1971, qui prenait en charge
beaucoup de conventions, mais les récentes, c'est-à-dire que la convention de 2001, la convention de 2005, la convention de 2003 sur l'immatériel, n'ont pas été réellement prises en compte dans cette loi-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train de voir comment faire pour réviser cette loi. L'exposition offre aussi une expérience immersive. Grâce à la réalité virtuelle, le visiteur fait la plongée virtuelle, elle aussi. Place maintenant à l'actualité internationale qui nous conduit ce soir en France, aux îles Maldives et au Soudan. Le pays entre dans sa deuxième année de guerre civile. Tour d'horizon avec Alioune Badara Kane. Au Soudan, voilà 2 ans que le pays baigne dans une violente guerre civile. Un anniversaire bien triste pour le peuple soudanais. Devant la violence des combats, ils sont des millions de civils à avoir quitté les villes, notamment Khartoum, la capitale, aujourd'hui totalement dévastée, libérée par l'armée gouvernementale. La plus grande ville du Soudan devra panser ses plaies avant de retrouver ses habitants. Les besoins restent énormes. Alors que certains quartiers de Khartoum s'ouvrent de nouveau, je redoute ce que nous allons découvrir. La ville était l'un des épicentres du conflit et les zones de guerre laissent toujours derrière elles des besoins immenses. Dans la région du Darfour, la situation est encore pire. Plus de 3 millions de Soudanais ont dû fuir pour s'établir dans les pays voisins. Nuit cauchemardesque dans les prisons françaises, entre incendies de véhicules, tirs et dégradations, plusieurs établissements pénitentiaires ont subi des attaques simultanées. Pour les riverains, la nuit a été très longue. Ça fait peur parce qu'en fait, il y avait la voiture qui brûlait. Ça, c'est le bidon d'essence qui était en train de brûler de l'autre côté, avec quoi ils ont mis le feu dans la voiture. Inquiets, les 44 000 agents de l'administration pénitentiaire française réclament plus de protection. Ça se dégrade de semaine en semaine. Et les pressions qu'on peut mettre au personnel et les pressions que les détenus se mettent entre eux, les coups de couteau qu'il peut y avoir en coup de promenade, parfois ça ressemble à des favelas. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est allé à leur rencontre. Il promet le soutien de la République. Des actes d'intimidation contre les agents, donc contre la République. On ne cédera pas. Au total, 7 prisons françaises ont subi des attaques coordonnées. L'enquête est confiée au parquet national antiterroriste. Les citoyens israéliens sont désormais déclarés persona non grata sur le territoire des Maldives. Le pays manifeste ainsi son soutien au peuple palestinien, particulièrement les Gazaouis, soumis à un terrible blocus et à une guerre sanglante. Les Maldives pointent du doigt Israël et qualifient de crime ses actions dans la bande de Gaza. Ce pays situé sur l'océan Indien est l'une des plus grandes destinations touristiques au monde. En sport, la CAN U17, le Maroc file en finale après un duel serré face à la Côte d'Ivoire emporté au tir au but. Les Lionceaux de l'Atlas ont affronté le Mali samedi prochain. Ibrahim Mambo revient sur cette demi-finale pleine de suspense. Le Maroc en finale au bout du suspense. Ahmed Mouhoub a marqué le pénalty décisif au terme des tirs au but 4-3. Les Ivoiriens auront sans doute des regrets. Ils se sont procurés les meilleures occasions, ici avec Aligno Aïdara, à bout portant. Là, avec Diarra qui frappe plein axe. Mais les Éléphantaux ont souvent buté sur un Bellarouche des grands soirs. Le gardien des Lionceaux de l'Atlas, pensionnaire de l'Académie Mohamed VI, a été une muraille infranchissable. C'est en fin de match quasiment que les Marocains ont été dangereux, notamment sur les phases arrêtées. Ils ont failli profiter d'une faute de main de Christianic Kouassi. Le gardien ivoirien s'est bien repris par la suite avec cette belle manchette suite à un coup franc rentrant de Zachary El Khalfi. 0-0 à l'issue des 90 minutes. Place au tir au but. Les deux gardiens sont très bien inspirés. Kouassi arrête 2 pénaltys. Bellarouche en arrête 3. Silla est le dernier à échouer face au portier marocain. Les prières des supporters en tribune ont été bien exaucées. Ahmed Mouhoub a eu la balle de match. Sans trembler, il transforme le penalty, envoyant son pays en finale de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans
la deuxième d'affilée du Maroc, jamais sacré dans cette catégorie. En pétanque, cet hommage à une légende, le doyen Wozdiak, a été célébré par ses pairs à Mermoz, son fief. C'était lors d'un tournoi qui a réuni 255 joueurs. L'événement a coïncidé avec la 7e journée du championnat national. Reportage de Jacob Dir et Tandara Ndiaye. Le boulot d'homme cher Seydi Ababakar Khalifa Mbengue de Mermoz, à l'occasion de la 7e journée du championnat national, a connu cette ambiance inaccoutumée. Des joueurs revenus hors du continent ont tenu à témoigner leur sympathie à Wozdiak, l'homme du jour. 15 participations au championnat du monde, 11 championnats d'Afrique. Je suis un bouliste. Comme j'ai entendu l'hommage à M. Dial, donc j'ai dit bon, il me faut rester encore un moment pour participer à cette compétition. La vedette du jour avec de très fortes émotions, mais ce n'est pas le moment de jubiler pour lui. Cela représente beaucoup pour moi. Je suis au boule depuis 1968. Ma femme, mes enfants ne connaissent pas les terrains de boule. Aujourd'hui, ils sont tous là. Au chapitre des résultats techniques, la palme est allée à ces trios. Mohamed Sapiedine, Farah Ndiaye et Ndongo Ndour. Ils ont battu en finale la triplette Morgueil, Charles Gueye et Mohamed Bokoum. Le score 11-3. L'actuel président de la fédération n'a pas tari d'éloge pour un des plus grands palmarès de la pétanque nationale. C'est un jour mémorable que la boule, le club de Mermoz, n'est-ce pas, en relation avec le parrain, le directeur de BEM, c'est un jour que ces autorités ont voulu vraiment organiser pour quand même, disons, rendre un hommage particulier à Ousseynou Diak Diwoz. Le rendez-vous des boulistes sénégalais à Nouadhibou, en Mauritanie, lors du tournoi international traditionnel du FC Nouadhibou. Autre discipline, 40 ans de passion et de discipline. Le Vovinam Viet Vodao, venu de Vietnam, célèbre cette année ses 4 décennies au Sénégal. Un anniversaire que prépare activement le comité national qui a dévoilé ce week-end les grandes lignes de l'événement. Compte rendu de Sensei Yatmalo. Du 30 avril au 4 mai 2025, le Stadio Marius Ndiaye va vibrer à l'occasion de la commémoration des 40 ans d'existence du Vovinam Viet Vodao au Sénégal. Le comité d'organisation mis en place pour la circonstance a tenu un point de presse pour apporter des précisions importantes liées à cet événement international. Ça a été un rêve donc du père fondateur du Vovinam Viet Vodao. Depuis belle lurette, il en parle. Et qu'en septembre 2024, il a eu l'occasion donc d'être à la tête du CNG de Vovinam Viet Vodao au Sénégal. Et donc c'est en ce moment-là qu'il nous a donc soufflé l'idée donc de faire une commémoration des 40 années de Vovinam Viet Vodao, un événement sportif de renommée internationale. Nous avons 11 pays donc de la Confédération africaine de Vovinam Viet Vodao. Nous avons aussi donc 5 pays d'Europe et aussi donc le Vietnam, un pays donc de l'Asie. D'autres aspects en dehors de la technique ont été soulignés. Nous avons réservé des journées exceptionnelles, donc vraiment au public, aux passionnés donc des arts martiaux. Donc il y aura tout. Il y aura donc du côté émouvant, il y aura donc des combinaisons, il y aura en fait donc des démonstrations, il y aura aussi en fait donc une fête, il y aura l'expression de culture, il y aura en fait donc des sorties. Tout est là-dedans, des dîners de gala, tout est là-dedans. Avec le soutien de l'État, cet événement international revêt un cachet multidimensionnel. Nous remercions en fait donc sincèrement le président de la République d'avoir accepté d'être le parrain de cet événement, mais aussi Madame le ministre Khadidjen Gueye, donc qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner. Que de péripéties rencontrées en 40 ans d'existence au Sénégal. En tout cas, cette discipline venue au Sénégal vers les années 80, grâce à Maître Abdoulaye Sène, a encore du chemin à faire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient à 23h pour le dernier journal. Bonne soirée à tous. À tout à l'heure.